Ils l'ont refait, ils ne déçoivent jamais. Le 27 juin dernier, un laboratoire chinois a rendu son IA jusqu'à 85% plus rapide, sans la réentraîner, sans modifier le moindre paramètre et sans brancher une seule puce supplémentaire. Bonjour à tous, le plus fort dans tout ça, c'est que la qualité des réponses n'a absolument pas bougé. Ce papier, c'est du lourd pour l'IA. Ce laboratoire, c'est DeepSeek, et leur trouvaille s'appelle le DeSpark. Présenté comme ça, on dirait une énième optimisation technique. Sauf que, dans certaines configurations, leur serveur encaisse maintenant plus de 6 fois plus de trafic qu'avant, sur exactement les mêmes machines, les mêmes GPU. Alors messieurs dames, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce qu'ils s'y ont pris pour faire ça, pourquoi est-ce que l'industrie considérait ce problème comme insoluble, et pourquoi cette publication a sans doute gâché le week-end de quelques stratèges chez Nvidia, chez OpenAI et même chez Anthropic, partout en fait. Je vous préviens tout de suite, le plus intéressant dans cette histoire, ce n'est pas la prouesse technique en elle-même, c'est ce qu'elle révèle sur la suite de la course à l'intelligence artificielle. Parce qu'il faut bien mesurer ce que la vitesse de réponse d'une IA change très concrètement. Aujourd'hui, un chatbot IA un peu lent, c'est agaçant, rien de plus. Sauf que l'IA est en train de changer de nature, on n'en est plus au chatbot, on est en train de passer des chatbots aux agents. Ces systèmes qui ne répondent plus à une question, mais qui enchaînent des centaines d'étapes tout seuls. Que ce soit lire des documents, écrire du code, tester, corriger, recommencer, etc. À grande échelle, à cette échelle-là, l'agent qui va faire ça en 5 minutes, il va pouvoir le refaire dans les 5 minutes d'après, et ainsi de suite. Vous voyez que celui qui va plus vite, il va faire beaucoup plus de choses. L'autre effet est encore plus profond. La vitesse, c'est du coût. Un serveur qui encaisse plusieurs fois plus de requêtes sur les mêmes machines, c'est de l'intelligence artificielle nettement moins chère à produire. Donc des tarifs qui baissent. Donc une IA qui se glisse partout, dans votre banque, dans votre voiture, dans le logiciel de votre médecin, etc. Chaque gain de vitesse en réalité rapproche le moment où l'IA deviendra une ressource qu'on consomme sans y penser, comme l'électricité. Ça sera pareil. Alors gardez cette image en tête, on va y revenir. Très rapidement, je vous rappelle que si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez également qu'on a une newsletter gratuite où vous pouvez vous y inscrire et vous recevez tous les jours les meilleures actus à ne pas louper. Tous les liens sont en inscription. Bien, alors pour commencer, un mot sur DeepSeek d'abord, histoire de bien situer le contexte. Et puisqu'on est en pleine Coupe du Monde, une métaphore pour le décrire serait de dire que DeepSeek, dans le monde de l'IA, c'est le labo IA qui joue la finale de la Coupe du Monde avec une équipe de 2e division. Les restrictions américaines les privent des meilleures puces Nvidia. Leurs moyens n'ont rien à voir à ceux d'OpenAI ou de Google, ce qui ne les a pas empêchés de sortir l'un des modèles ouverts les plus efficaces de la planète, avec DeepSeek V4. Quand vous ne pouvez pas empiler les puces de calcul comme les autres, il ne vous reste qu'une seule option, être plus malin que tout le monde. Vous savez, toutes les publications de DeepSeek racontent cette histoire, mais celle du 27 juin encore plus que les autres. Très rapidement, pour comprendre la percée qu'ils viennent de faire, il faut d'abord comprendre pourquoi votre IA préférée, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude, peu importe, vous fait poireauter. Vous posez une question, puis le petit rond se met à tourner, ou alors vous lisez un truc comme « je suis en train de réfléchir », puis vous attendez. Ce délai-là, il n'a rien d'un caprice. Il vient de la façon dont ces modèles fonctionnent en profondeur. Un modèle de langage IA aujourd'hui écrit son texte mot par mot. Et pour produire chaque nouveau mot, il doit relire tout ce qui précède afin de vérifier comment les mots déjà posés se rapportent les uns aux autres. Sur une phrase courte, ça se fait en un clin d'œil, bien sûr. Mais sur un rapport de 10 000 mots, le nombre d'opérations devient vertigineux. Là, on pourrait croire que la puce de calcul, le GPU, calcule à fond en permanence. Mais c'est tout l'inverse. Il passe le plus clair de son temps à attendre. Le vrai goulot d'étranglement, en réalité, ne se trouve pas dans le calcul, mais dans la mémoire. Parce que à chaque nouveau mot, la puce doit aller récupérer toutes les valeurs stockées sur les relations entre les mots précédents. Ce va-et-vient permanent entre la mémoire et le processeur, donc l'unité de calcul, celle qui fait vraiment les calculs, c'est ce va-et-vient qui lui bouffe tout le temps. Le calcul en lui-même, vous savez, pour un GPU moderne, c'est une formalité en réalité. Comme le modèle sort un seul mot à la fois, impossible d'attaquer le suivant tant que le précédent n'est pas validé donc. La conséquence, elle est mécanique. Une réponse 2 fois plus longue, c'est 2 fois plus de temps à fixer votre écran. L'industrie de l'IA connaît évidemment ce problème par cœur. Elle a même développé une parade standard qui s'appelle le décodage spéculatif. C'est ce qui se fait aujourd'hui et le principe est assez simple. Plutôt que de laisser le gros modèle écrire chaque mot lui-même, on va demander à un petit modèle rapide de deviner plusieurs mots à l'avance, pendant que le gros modèle, lui, il se contente de vérifier derrière. Ce petit modèle rédige donc un brouillon de plusieurs mots d'avance, disons 5 ou 6 pour l'exemple. Puis le gros modèle relit ce brouillon en une seule fois, puis il valide tout ce qui correspond à ce qu'il aurait écrit lui-même. Toute l'astuce repose sur une propriété des GPU modernes, à savoir que pour une carte graphique, aujourd'hui, vérifier 5 mots d'un coup, c'est très exactement ce pourquoi ces puces ont été conçues et pourquoi elles sont si bonnes en IA, alors que personne s'y attendait au début.
Autrement dit, on remplace 5 passages lents par un brouillon rapide suivi d'une seule vérification groupée. Reste bien sûr la question qui fâche. Qu'est-ce qui se passe quand le petit modèle se trompe? Rien de grave en réalité. Le gros modèle relie le brouillon dans l'ordre dans tous les cas. Il conserve tous les mots corrects du début, puis dès qu'il tombe sur un mot qu'il n'aurait pas choisi, il le corrige et il jette tout ce qui suit. Le petit modèle reprend simplement son brouillon à partir de ce point-là et le cycle recommence. Ce mécanisme, dans le monde de l'IA, porte un nom. Ça s'appelle l'échantillonnage par rejet. Et il garantit quelque chose de précieux, que le résultat final que vous obtenez reste rigoureusement identique à ce que le gros modèle aurait écrit tout seul, en prenant plus de temps. Je dis bien identique, et pas presque identique, mais identique. Ce petit modèle ne décide rien, il se contente de proposer et le gros modèle garde toujours le dernier mot. Voilà comment on gagnait de la vitesse sur les IA aujourd'hui sans sacrifier le moindre gramme de qualité. Enfin, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique, dans la vraie vie, cette belle idée traîne un défaut de naissance que personne n'arrive à corriger depuis un petit moment. Tout le système repose sur le petit modèle lui-même qui rédige les brouillons. Le problème, c'est qu'un bon brouillonneur, appelons-le comme ça n'existait tout simplement pas. Soit il était fiable, soit il était rapide. Jamais les deux en même temps. Le brouillonneur fiable, c'est celui qui écrit comme le grand modèle, donc un mot après l'autre. Chaque mot, c'est ce qui a été posé avant lui, donc le brouillon tient la route, et le grand modèle en accepte une bonne partie. Sauf que, à écrire mot par mot, il est lent. Autrement dit, pour accélérer un modèle trop lent, parce qu'il écrit mot par mot, on lui colle un assistant qui écrit mot par mot aussi. Bon, vous voyez le problème. L'autre option, c'est le brouillonneur parallèle. Bon, là, il sort ses mots d'un seul coup, en une seule passe. Question vitesse, rien à redire. Par contre, question qualité, c'est une autre histoire, parce que ces mots naissent tous en même temps, donc aucun ne sait ce que fait son voisin. Prenons un cas tout bête, imaginons qu'un modèle IA veut simplement vous dire oui à une question que vous posez. En français, il pourrait répondre par exemple par bien sûr, ou alors par pas de problème. Deux formulations parfaitement correctes pour vous dire oui. Le brouillonneur parallèle, qui pond ces deux mots en aveugle, il peut très bien mélanger les deux puisqu'il n'a pas le contexte d'avant et sortir quelque chose comme, par exemple, bien de problème. C'est un mélange des deux. Donc sur seulement 2 mots, ça reste amusant, hein. Mais sur un brouillon de 10, 15, 100 mots, ça vire vite au carnage. Le début tient la route, tient debout, mais la fin, elle part complètement en vrille. Les chercheurs, ils ont baptisé ce phénomène-là. Ça s'appelle la dégradation du suffixe. Voilà l'impasse dans laquelle toute l'industrie tournait en rond. D'un côté, un brouillonneur soigneux mais lent, de l'autre, un brouillonneur rapide mais brouillon. Donc aucune solution propre entre les deux. Tout le monde vivait avec, faute de mieux. C'est exactement ce verrou-là que DeepSpark vient faire sauter avec une approche que je trouve assez brillante. DeepSeek part d'un brouillonneur parallèle, donc le rapide, celui qu'on vient de voir, celui qui déraille. Puis ils vont lui greffer un surmodèle, un minuscule composant séquentiel, donc une sorte de correcteur ultra léger, qui parcourt les positions une par une pour orienter chaque mot en fonction de celui qui vient juste d'être posé. Si le brouillon a écrit le mot bien, le correcteur pousse la suite vers sûr. Pour avoir bien sûr. S'il a écrit pas, il va le pousser vers deux problèmes. Vous voyez le principe. Et pour les plus curieux d'entre vous, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais techniquement, ce correcteur, ça s'appelle la tête de Markov, en référence à un concept de théorie des probabilités, où un seul état présent compte pour prédire le suivant. Un exemple, au Monopoly, votre prochaine case dépend uniquement de celle où vous êtes et de votre lancer de dés. Le plateau se fiche complètement de savoir par où vous êtes passé avant. La tête de Markov applique le même principe, donc elle regarde juste le mot précédent, rien d'autre. Ce qui suffit à recoller les morceaux en réalité. Alors oui, dit comme ça, greffer un composant qui repasse mot par mot sur un système conçu pour tout cracher d'un coup, ça ressemble furieusement à un retour à la case départ, n'est-ce pas? Sauf que ce correcteur, il est minuscule. Et DeepSeek l'a compressé jusqu'à l'os, à tel point que son coût devient presque invisible. Pour vous donner un ordre de grandeur, allonger le brouillon de 4 à 16 mots ne rajoute que de 0,2 à 1,3% de temps par cycle. Autant dire rien. En échange, la longueur des brouillons acceptés grimpe jusqu'à 30%. Un coût ridicule pour un gain énorme. Le fameux dilemme fiable ou rapide, mais jamais les deux, vient tout simplement de disparaître. Alors, à ce moment-là du papier, on pourrait ranger ses affaires et rentrer chez soi. N'est-ce pas ? Le problème est réglé. Sauf que régler sur une machine de test, avec un utilisateur seul, c'est une chose. Mais vous vous en doutez, la vraie vie, c'est autre chose. La vraie vie, c'est un data center où des milliers de personnes bombardent le même modèle à la même seconde. Vous, moi, un développeur à Singapour, une boîte qui génère des rapports à la chaîne à New York, peu importe. Dans ces conditions-là, un deuxième problème nettement plus vicieux rentre en jeu. Parce que le gros modèle, le LLM final, celui qu'on vérifie, donc le modèle final, n'a pas une capacité infinie. À chaque instant, il ne peut relire qu'un volume limité de mots, tout utilisateur confondu. Donc chaque brouillon envoyé en vérification pioche dans ce budget commun-là.
Tant que les brouillons sont bons, aucun souci. Mais quand un brouillon est mauvais, quand le gros modèle le rejette dès le 3e mot, tout le calcul dépensé à relire la suite part directement à la poubelle. Ce gaspillage, quelqu'un le paie. Vous d'abord, avec vos réponses qui traînent. Tous les autres ensuite, coincés dans la file d'attente, à attendre notre réponse. Donc, un mauvais brouillon ne pénalise pas un utilisateur, il fait trinquer tout le monde en réalité. Le réflexe évident, ce serait de raccourcir tous les brouillons pour limiter la casse, mais c'est un mauvais calcul. Un brouillon court, c'est moins de mots validés d'un coup, donc moins de vitesse. On retombe dans le travers inverse, on retombe sur le problème initial, où le GPU ne calcule plus mais passe son temps à naviguer dans la mémoire. Toute l'idée de DSPark, c'est de refuser ce choix-là. Pourquoi fixer une longueur de brouillon une bonne fois pour toutes, alors que la bonne longueur dépend de la question posée, du moment de la journée, de la charge des serveurs ? Ils ont donc ajouté au brouillonneur une deuxième petite tête, une tête de confiance. Pour chaque mot qu'il propose, le brouillonneur annonce aussi à quel point il y croit, avec un score entre 0 et 1. Si le score d'un mot est proche de 1, ça veut dire que le petit modèle mettrait sa main à couper, que le gros modèle validera. Proche de 0, il est en train d'avouer qu'il devine au pif. La règle qui va avec tient en une ligne, c'est vraiment élégant. Dès qu'un mot brouillon passe sous un certain seuil de confiance, on coupe le brouillon net, on coupe tout en fait, à cet endroit précis, et seule la partie solide part en vérification. Aucune raison de gaspiller du calcul sur des mots condamnés d'avance. L'effet mesuré, il est spectaculaire. Sur les conversations ouvertes, le genre de requête où 1000 formulations sont possibles, et où le brouillonneur se plante facilement, le taux d'acceptation est passé de 47,7% à 95,7%. Sur le raisonnement mathématique, déjà beaucoup plus prévisible, il passe de 76,9% à 92,5%. Concrètement, le système a appris à se connaître. Face à une question de code, où la suite est presque déterministe en quelque sorte, il ose des brouillons longs et il fonce. Face à une demande d'écriture créative, par exemple si vous demandez à l'IA de faire une pub pour vous, il sent que sa confiance chute au bout de quelques mots, et il s'arrête avant de dire des bêtises donc. Une qualité que j'aimerais voir plus souvent chez les humains, soit dit en passant. Et il reste une dernière pièce, qui est ma préférée. Le système regarde aussi l'état des machines en temps réel. Au démarrage, il va mesurer une courbe qui décrit comment la vitesse du GPU évolue selon la charge. Puis il s'en sert en continu pour ajuster son budget de vérification. En heure creuse, quand il y a de la marge, il se permet de valider des brouillons beaucoup plus longs, environ 4 à 6 mots par requête, et chaque utilisateur profite de la puissance disponible. Au coup de feu, quand tout le monde est connecté, il va resserrer, il ne vérifie que le plus sûr. Chaque réponse individuelle ralentit un peu, mais le serveur entier tient debout au lieu de s'écrouler. Le système s'auto-régule, du logiciel jusqu'au silicium, sans qu'aucun humain ne touche à rien. Ça me fait penser au réseau électrique, qui ajuste sa production à la demande en permanence. Sauf qu'ici, la ressource distribuée, c'est de l'intelligence. Donc si vous utilisez l'IA, je vous conseille de l'utiliser en heure creuse. Bon, je vous le disais en début de vidéo. À terme, j'en suis convaincu, les tokens deviendront les nouveaux kilowattheures. Une version 2.0 en quelque sorte. Une ressource produite en continu, facturée à la consommation et qu'on utilisera sans même plus y penser, avec un accès universel. Alors, je vous ai expliqué cette percée, mais quel est le résultat des courses ? En production, donc, sur du vrai trafic. Par rapport à leur ancien système, la vitesse de génération par utilisateur grimpe de 60 à 85% sur le DeepSeek V4 Flash et de 57 à 78% sur le V4 Pro. Le débit global des serveurs progresse d'environ 51% à objectif de service modéré. Et puis, il y a les chiffres qui font les gros titres. Plus de 660% de débit en plus sur le Flash et plus de 400% sur le Pro. Et rappelez-vous l'échelle dont on parle. V4 Pro, c'est 1600 milliards de paramètres, le modèle donc au total. 49 milliards activés à chaque passage, puisque c'est un MOE avec une fenêtre de contexte d'1 million de tokens. Faire tourner un monstre pareil plus vite sans y toucher, uniquement en réorganisant la façon dont il débite des mots, c'est un peu vexant pour tous ceux qui pensaient que la seule solution c'était d'acheter plus de machines, plus de GPU, faire des data centers toujours plus gros. Ce qui m'amène à la partie de l'histoire qui dépasse la technique. DeepSeek a tout publié. Le papier, il est co-signé par Liang Wenfeng en personne, donc le fameux fondateur de DeepSeek que vous devez connaître si vous suivez la chaîne, avec des chercheurs de l'université de Pékin. Les modèles, ils sont prêts à l'emploi. Et le code d'entraînement complet, il est sous licence MIT, donc la plus permissive qui existe. Le jour même de sa sortie, des demandes d'intégration s'ouvraient sur les grands moteurs d'inférence open source. Dans la foulée, des développeurs indépendants au labo de DeepSeek ont vérifié que la méthode s'entraîne proprement sur des modèles comme Queen ou Gemma ou d'autres modèles comme ça. Donc attendez-vous à des percées majeures dans l'open source dans les semaines qui arrivent, lorsqu'ils vont commencer à optimiser les modèles qu'on a déjà, Kimi, GLM, avec cette nouvelle méthode.
Autrement dit, même les équipes qui n'utilisent aucun modèle DeepSeek peuvent s'en servir. Tout est gratuit. Les versions déjà entraînées, elles se téléchargent déjà et elles se déploient directement. Et c'est là que ça devient géopolitique. Ce type de recette d'infrastructure, chez les grands laboratoires fermés, c'est le secret industriel par excellence, la sauce qui explique leurs coûts et leurs marges. DeepSeek la distribue à la planète entière. Alors, mieux ou pire, selon le côté où vous vous trouvez, chaque gain d'efficacité de ce genre réduit le besoin d'infrastructures des puces toujours plus grosses. Autrement dit, le scaling des data centers va peut-être prendre fin. Nvidia prépare justement du matériel spécialisé pour accélérer cette phase précise de la génération, vendu en supplément de ces GPU classiques. Difficile de justifier un deuxième chèque quand un logiciel gratuit, déjà en production et ouvert partout, attaque le même goulot d'étranglement. D'ailleurs, cela a fait décrocher Nvidia en bourse suite à cette annonce. Tout le monde y gagne donc. Enfin, presque tout le monde bien sûr, puisque les grandes entreprises américaines fermées ne sont pas très contentes en ce moment. Alors, prenez un peu de recul et regardez le motif. Un laboratoire, qui a été privé des meilleures puces de calcul par les sanctions, vient de démontrer que la course à l'IA ne se joue plus seulement sur la taille des modèles, sur la taille de vos data centers, mais sur l'intelligence avec laquelle on les fait tourner, sur les algorithmes qu'on utilise derrière. La contrainte les a forcés à innover là où les autres se contentaient d'empiler du matériel. Et cette innovation, en devenant publique, fait baisser le coût de l'IA pour tout le monde, partout, y compris vous. Des modèles plus rapides, moins chers, plus accessibles, ça veut dire des outils qui se glissent dans tous les métiers, je l'ai déjà dit, à un rythme qui ne ralentit pas. C'est une excellente nouvelle. À une condition bien sûr, d'être du côté de ceux qui savent s'en servir. Messieurs, dames, si vous sentez que ces technologies avancent plus vite que votre capacité à les suivre, si vous voyez bien que l'IA devient chaque mois moins chère et plus puissante pendant que la plupart des gens regardent ailleurs, et si vous préférez faire partie de ceux qui en profitent plutôt que de ceux qui la subissent, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.